Please be seated. Before I give you the opportunity to continue. Le président, eh bien, avant de vous donner la possibilité de poursuivre, Monsieur Michetic, il semble que nous avons toujours ce problème de savoir quel est l'acte d'accusation qui est opérationnel. L'acte d'accusation qui date du 22 février avec son titre, la proposition d'un acte d'accusation modifié. C'est pour cela que nous avons demandé au procureur de présenter à nouveau cet acte d'accusation sans le mot qui précède, à savoir la proposition de l'acte d'accusation modifiée. Et cela sème la confusion parce que nous opérons sur la base de cet acte d'accusation-là. Le procureur, eh bien, je m'attendais à ce que ceci soit fait auparavant, enfin déjà fait en tout cas, mais nous avons eu des problèmes parce que le procureur principal n'était pas là pour signer. Le procureur donc n'a pas pu le signer, mais c'est un acte d'accusation opérationnel et nous allons pallier à ces problèmes le plus rapidement possible. Le président, eh bien, dans ce cas-là, les chambres s'attendent à ce que le procureur le fasse le plus rapidement possible. Et en même temps, je souhaite dire pour le compte-rendu d'audience que les juges de la Chambre vont donc exclure ce mot, ce terme, la proposition de l'acte d'accusation modifié. Il s'agit de l'acte d'accusation du 22 février. Et c'est sur la base de cet acte d'accusation que l'on opère. Monsieur Michetic, eh bien, je voudrais corriger quelque chose dans les comptes rendus d'audience. Il s'agit donc de la déclaration de Steiner Hertness. Il s'agit d'une pièce à conviction en vertu de l'article 92 ter. Et nous allons faire cela par le biais d'un de nos témoins, le président. Très bien. Nous allons poursuivre, Monsieur Michetic. Monsieur le Président, pourquoi les Serbes d'Ukraine ont quitté l'Ukraine le 4 août? Eh bien, parce que c'était une évacuation planifiée à l'avance. Ils ont fait des exercices pour s'entraîner à réaliser ces plans et ces plans ont été réalisés donc bel et bien le 4 août. Mais on va revenir un peu en arrière. Vous allez entendre des preuves, des témoignages du personnel des Nations Unies et qui indiquent que déjà le 4 août, à partir de 14 heures, il disait que la situation à Knin était calme, que les gens sortaient de chez eux après le premier pilonnage qui a eu lieu le matin et que déjà à 15 heures, le 4 août, ils balaient les débris de verre devant chez eux. À 16h45, vous allez voir cela sur vos écrans, Milan Martic a fait un ordre portant sur l'évacuation de la population civile. Au niveau du point 1, vous pouvez lire commencer l'évacuation planifiée de tous les habitants qui ne sont pas aptes à combattre venant de municipalités qui suivent. Et ensuite, on énumère les municipalités. Ensuite, le point de l'évacuation va s'effectuer de la façon planifiée en accord avec les plans existants dans les directions prévues auparavant, à savoir Knin tout d'abord et ensuite Autriche, Srb et Lapac. Le procureur hier a dit que cet ordre n'avait pas pour objectif d'évacuer les civils de façon permanente, de les faire partir de l'Ukraine, qu'il avait été prévu de les déplacer de façon interne à Serbe et à Lapac, qui sont les villes de Croatie, qui se trouvent en Croatie. Nous considérons que les moyens de preuve n'appuient pas cette thèse. Il est vrai que l'ordre de Martic indique qu'il s'agit de se rendre à Srb et à Lapac. Mais pourquoi? Parce que ce sont les plans qui existent. Ceci avait été préparé à l'avance. En réalité, l'ordre demander qu'on aille jusqu'à Bosanski Petrovac en Bosnie et jusqu'à Banja Luka en Bosnie. Comment le sait-on? À 19h53, le 4 août,
les Nations Unies ont informé, et cela ressort de ce document, le paragraphe 4, donc c'est le document suivant. Nous avons été informés par l'UNHCR de secteur sud que les dirigeants de CNIN ont demandé que l'UNHCR et l'UNPF assistent à l'évacuation d'à peu près 32 000 civils de Benkovac, Obrovac, Gračac et CNIN jusqu'à Petrovac et Banja Luka en Bosnie-Herzégovine. Donc ce n'est pas que cela que nous avons. Nous avons aussi les dirigeants des Serbes d'Ukraine qui disent, qui se parlent entre eux dans une vidéo. Ils décrivent l'ambiance qui règne autour de Milan Martic et général Mrkšić cet après-midi-là, le 4 août, et comment est-on arrivé à la décision d'évacuer toute la population civile de l'Ukraine vers la Bosnie. Et nous souhaitons vous montrer cela. C'est Drago Kovačević, qui était le maire de CNIN, qui en parle. C'était un des hauts dirigeants et collaborateurs de Martic. La vidéo. Il y avait il était en uniforme, il avait un grand cendrier devant lui avec plein de mégots. Et donc, on s'est dit bonjour, je lui ai demandé pourquoi il m'appelle et il m'a dit qu'il m'a appelé parce qu'il fallait prendre des décisions d'évacuer et il fallait prendre des mesures pour informer la population civile de toute la Dalmatie, les municipalités de Benkovac, Obrovac, Knin et Drniš, mais aussi de Gračac, de la municipalité de Gračac-Salika. Je n'étais pas choquée par cela. Moi, j'ai bien vu que c'était une mesure raisonnable. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous avons pris cet ordre, nous donné l'ordre. Justement, à ce moment-là. Et nous avons écrit qu'il s'agissait donc d'évacuer toute la population civile dans la direction de Knin, Autriche, Srbulapac. Mrkšić a dit, mais pourquoi vous parlez de Serbes, il fallait plus loin. Plus loin, vers Petrovac, même vers Banja Luka. Et ensuite, il a émis des réserves, une sorte de réserve, parce qu'il a dit si jamais, si on fait partir les civils, si on embarque dans ce sens, si on part dans ce sens, eh bien, on va avoir un problème parce qu'il dit les civils partent, ensuite l'armée les suit parce qu'il s'agit de les escorter, nous allons avoir de gros problèmes. Cependant, à un moment donné, dans l'après-midi, quand il est arrivé, parce qu'il était à l'étage, c'est de Mrkšić que je parle, eh bien, il m'a dit déjà sur l'escalier qu'il avait donné l'ordre que la population soit évacuée. Et je lui ai dit, mais mon général, c'est l'armée qui va se démanteler. Pourquoi voulez-vous évacuer tous ces gens? Mais il a dit, non, c'est pas notre décision, c'est la décision qui relève du Conseil suprême de la défense. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un, peut-être lui-même, a demandé à parler avec Slobo. Il voulait parler avec Slobo. Et il a parlé avec Slobo, mais pas, en fait, il n'a pas parlé avec Slobo, c'est représenté, il a parlé avec Crnčević, Brane Crnčević. C'est lui qui l'a eu au téléphone et il assurait, parce que sans doute qu'il ne pouvait pas parler avec Slobo. Bon, il a dit de toute façon que Brane allait rien faire, que celui-ci n'allait rien faire. Et c'est la première fois que j'ai entendu Martic dire du mal de Slobo. Monsieur Michetić, Monsieur le Président, les moyens de preuve que nous allons présenter en l'espèce vont être cristallement clairs. Les dirigeants des Serbes d'Ukraine, à la tête desquels se trouvait Milan Martic, et tout comme ils l'ont fait déjà dans la Slavonie occidentale et comme ils l'avaient prévu avant l'opération Tempête, 90 jours avant, eh bien, ils ont évacué leur propre population parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils vivent dans un État multiethnique. Ceci faisait partie de l'idéologie qui régnait dans ce que l'on appelait la Krajina. Cette idéologie, comme cela a été présenté dans les mémoires préalables au procès dans l'affaire Martic, il ne pouvait pas y avoir de coexistence avec les Croates, de cohabitation avec les Croates. Les Serbes ne pouvaient vivre que dans un État ethniquement pur, un État homogène. C'était la mentalité qui régnait, imposée par cette idéologie de la Grande Serbie qui existait à l'époque. Et une vidéo en date du 7 août où
l'on parle de ce qui s'est passé, quand on passe en revue ce qui s'est passé déjà avant, donc. Et là, il s'agit d'une vidéo contemporaine du 7 août 1995. Il s'agit d'un certain Slavoj Štrbac qui était un homme clé de l'entreprise criminelle commune de Martic. Vous allez en entendre parler souvent. Et en long et en travers, pendant tout le procès, M. Štrbac était, du point de vue idéologique, quelqu'un de très fort qui soutenait cette idéologie de la Grande Serbie. Il a fait de nombreuses interventions pour les médias internationaux même. Il a dit à de nombreuses reprises que les Serbes ne pouvaient accepter qu'une grande Serbie, une Serbie unifiée, qu'il était absolument impossible de continuer la coexistence côte à côte avec les Croates. Et d'ailleurs, après l'opération Tempête, M. Štrbac a créé son pauvre centre humanitaire, entre guillemets, et il est devenu un collaborateur du bureau du procureur, en aidant le procureur à trouver les témoins pour cette affaire. Et c'est même muni de lettres de recommandation du bureau du procureur pour pouvoir réunir les fonds pour faire ce travail. Cette vidéo a été enregistrée le 7 août 1995 et là, M. Štrbac explique d'un studio de télévision d'enregistrement donc de Banja Luka, qui se trouve à Banja Luka. Donc, il explique à la population pourquoi il a pris, pourquoi on a pris la décision d'évacuer les Serbes de Krajina. La vidéo. Les Croates n'ont jamais vraiment eu l'intention de vivre avec les Serbes dans ce qui était avant la Croatie. Maintenant, on les voit clairement. On a les exemples très récents de leur régression dans la Slavonie occidentale et maintenant même en Dalmatie, Lika, Banja et Kordun. Nous tous qui étions en position de parler avec les représentants internationaux, eh bien, on les mettait en garde par rapport à ces faits, à savoir que les Croates ne voulaient pas être avec nous et que nous, on n'osait pas être avec nous parce qu'on ne voulait pas revivre cette situation génocidaire. Et je dis que nous n'osons pas, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas souhaiter, il s'agit de ne pas pouvoir, de ne pas oser. C'est un terme qui est plus puissant et je l'ai fait exprès. Parce que il s'agissait de garder notre patrimoine génétique, notre peuple. Parce que nous aurions pu tous être tués, disparaître, les civils, les femmes. Nous avions besoin de préserver notre patrimoine génétique, notre espèce pour survivre. Et puis, à la fin, mon association, l'association Veritas, a écrit une lettre à Boutros Ghali et on les mettait en garde contre cela, contre ce qui s'est passé, ce qui pourrait à nouveau se passer, c'est-à-dire un massacre sans précédent qui pourrait être perpétré contre la population serbe. Et c'est à cause de cela que nous avons décidé de partir à l'exode pour protéger notre espèce. Monsieur Michetic, Monsieur le Président. Donc, la décision a été prise de préserver notre espèce, patrimoine génétique. C'est la raison pour laquelle les Serbes de Krajina et les dirigeants de Milošević, de son entreprise criminelle commune, en partant de la Slovénie occidentale, en passant par Sarajevo et jusqu'en Kosovo, c'est la raison pour laquelle ils ont systématiquement évacué l'air civil pour préserver leur espèce. Et maintenant, nous allons parler de la question de la prévention des crimes. Vous avez déjà vu l'ordre du général Gotovina avant l'opération Tempête. Il s'agissait de respecter le droit international humanitaire, d'empêcher le pillage. Vous avez vu dans le journal de la région militaire d'Split que CNI ne doit pas il ne doit pas se reproduire Grahovo à Knin, le sort de Grahovo. Et vous allez voir ce qui a été écrit dans ce même journal le 5 août, quand le général Gotovina, quand il a entendu que ses forces étaient prêtes à entrer dans Knin, a
dit qu'il fallait traiter les civils de la façon la plus correcte possible et qu'il fallait traiter de la même façon les représentants des Nations Unies et que ceci devait être communiqué à tous les groupes opérationnels et à tous les soldats. Donc, il fallait être correct au maximum. Il est vrai qu'à partir du moment où les soldats sont entrés à Knin dans une ambiance triomphante, eh bien, ils se sont livrés à des pillages, pas vraiment à grande échelle. Ceci va être confirmé par les rapports des Nations Unies, par les rapports sur la situation des Nations Unies, ainsi que par les biais des différentes vidéos que nous allons vous montrer pendant ce procès. À partir de la date du 7, quand on dit que l'armée croate à Knin se comporte de façon correcte et professionnelle. Pourquoi se comporte-t-il de façon professionnelle et correcte à partir de la date du 7? Eh bien, le procureur a parlé d'une vidéo par rapport à ce que Gotovina a fait quand il est entré à Knin. Quand il est entré à Knin, le 7 août, il est important de savoir que M. Gotovina a dirigé l'opération Tempête de son QG en Bosnie. Il est important de savoir ce que M. Kiho a déjà dit, que l'opération Tempête pour le général Gotovina était tout simplement un tournant, une opération annexe pour conquérir du territoire et pour réaliser les objectifs en Bosnie. C'est là qu'il était depuis l'hiver 1994. Donc il est arrivé à Knin au matin du 6 août et après avoir émis des ordres par écrit et même oralement, quand il a vu que les soldats boivent et se livrent à différents excès, eh bien ceci a été enregistré dans une vidéo, et dans cette vidéo nous voyons aussi qu'il a rencontré des commandants. Et il voulait les féliciter de la victoire dans la guerre et du fait qu'ils aient pris le contrôle de la ville principale des Serbes d'Ukraine. Donc c'est une vidéo qui dure 6 minutes, et puisque c'est une vidéo assez rapide, eh bien vous pouvez aussi lire les sous-titres. Le président Henry. Eh bien, je pense que nous préférons regardez l'original. Pourriez-vous nous dire quand vous passez d'une langue à l'autre pour que nous puissions suivre cela en original? Donc, avertissez-nous s'il vous plaît. La vidéo. Ce qui était la mission a été communiquée hier. Moi, j'appelle à la responsabilité du Generalic. Est-ce qu'il vous a informé de cela? Tout d'abord, est-ce que le département des affaires politiques a fait son travail? Non. Tchehot, tu as été présent à la réunion. Jelic était ici. Est-ce qu'il avait autre chose à faire? Toi, tu étais présent à la réunion. Qu'est-ce que vous avez fait depuis hier? Est-ce que le préfet du district a été contacté? Est-ce que tu as vérifié si le préfet du district a été contacté? Est-ce que la protection civile a été demandée? Est-ce qu'on a demandé les pompiers? On les a demandés. Alors où ils sont? Est-ce que tu as réalisé que tout devait être prêt avant 5 heures de l'après-midi? Pourquoi est-ce qu'il a été difficile de trouver juste une croix ici? Une croix, Shkoric. Où se trouve la croix? Je n'ai pas trouvé la croix. Elle devait venir, mais t'as pas trouvé une croix? Putain de merde. T'es vraiment un imbécile. Est-ce que tu t'es arrêté à Signe? T'aurais dû t'arrêter à l'église à Signe et demander au prêtre de te donner une croix. Il t'aurait donné une dizaine de croix. Mais vous êtes des idiots, des incompétents, des incapables. Mais vous êtes suffisamment compétents pour vous placer devant les caméras, devant les écrans, pour vous faire photographier. Je vais même pas commencer par vous dire ce que j'ai vu dans la ville. C'est une honte. Des barbares, des vandales. Voilà ce que vous êtes. Ceux qui se payent avec le butin de guerre.
zapovjednici postrojbi od Sinja do Knina zaduženi su da Les commandants des unités de Signe à Knin, avec l'aide du génie, ont pour mission de réparer totalement la route. Il faut s'occuper de tout, des véhicules, des débris, etc. Il faut nettoyer tout ça. Les soldats ne doivent pas dormir dans la rue. La police militaire ne doit pas circuler en groupe, mais doit être déployée sur les points de contrôle. Ils ont pris un plan de la ville et installé les points de contrôle où il fallait. La police militaire patrouille, les véhicules patrouillent dans la ville. La coopération avec les autorités civiles, donc la police civile, doit être mise en place jusqu'à ce que le général Chermak, qui vient d'arriver ce matin, puisse s'occuper de ces questions lui-même. Et jusqu'à ce moment-là, si on ne l'aide pas, à 5 heures demain soir, rien ne sera prêt, ce sera une honte. Le Premier ministre va arriver, le ministre des Transports va arriver dans une ville prise par l'armée croate et où les autorités civiles n'auront pas repris le contrôle. Mais vous essayez de faire honte à qui? Vous vous faites honte à vous-même ainsi qu'à ceux qui sont sous votre commandement et devant qui vous êtes responsable. Et vous êtes aussi responsable devant tous ceux qui sont morts, devant tous ceux qui ont donné leur vie pour tout ça. Il faudrait monter un peu de respect parce qu'il y a des gens qui sont morts pour Knin et jusqu'à Dinara. Depuis cet été, depuis cet hiver, depuis l'octobre dernier, combien il y a de personnes qui sont encore à l'hôpital, qui ont été mutilées à vie et malgré tout ça, vous vous comportez comme ça et vous vous appelez des chefs. Mais la sécurité, qu'est-ce que c'est la sécurité? La sécurité, ça s'organise. C'est la police militaire qui doit obéir. Ce sont eux qui exécutent. Ce sont eux qui veillent au respect du code d'honneur des forces armées, qui garantissent la mise en œuvre de tous ces principes sur le terrain. Quant aux services chargés des affaires politiques, eh ben, je n'ai vu aucun drapeau, aucune affiche dans la rue. Où est-ce que c'est tout ça? On est en train de l'installer, mon général, mais où? Il est 11h30 et vous auriez dû faire ça toute la nuit, depuis ce matin, depuis 4 heures du matin. On a un hélicoptère qui permet de mener à bien cette mission de manière tout à fait efficace. Mais vous ne savez même pas utiliser nos ressources. Si vous ne savez même pas comment travailler, essayez de faire votre boulot, je ne sais pas. Personne ne vous a forcé à venir ici. Alors allez dans l'infanterie et allez vous battre. Vous allez finir par dire, moi je suis un guerrier, mon œil. Chaque jour c'est un jour nouveau pour un guerrier, pour un combattant. Chaque jour il doit faire de nouveau ses preuves. Maître Michetic, l'accusation a parlé de ces ordres donnés par le général Gotovina hier. On a dit que c'était de pure forme et de routine. Je pense que si quelqu'un qui est notre supérieur hiérarchique se mettait à nous invectiver de la sorte, nous ne considérerions pas qu'il s'agissait d'une intervention de pure forme. Que s'est-il passé le 6 août? L'accusation nous a montré hier une carte qui induit en erreur, selon moi, la Chambre de première instance. Puisque c'est présenté comme une carte indiquant où se trouvaient les forces du général Gotovina au fil de l'opération Tempête. Advancing in the period of 4 August through the 8th or 9th of August, but the killings, wanton destruction, plunder are for the period through the 30th of September. Ces deux cartes sont superposées. On a l'avancée des forces du général Gotovina le 4 août, puis ensuite du 8 au 9 août. Mais les incidents de meurtre, destruction sans motif, pillage, etc. commencent à partir du 30 septembre. Cette carte induit tout le monde en erreur parce que le 6 août, le commandement civil de la République de Croatie a pris le contrôle avec les ministres Chouchak et Jarniak. C'est-à-dire que
Ces villes sont rentrées dans le giron de la République de Croatie, qui a repris le contrôle de ces territoires. Je souhaiterais vous présenter une vidéo du 6 août. On y voit le ministre de l'Intérieur ouvrir le poste de police de Knin et désigner un Serbe pour diriger ce poste. Gospodine načelniče, dozvolite mi da vam predam. Chef, permettez-moi de vous remettre cette inscription, cette plaque qui porte la mention République de Croatie, ministère de l'Intérieur, Knin. Ceci est prévu par l'administration. Knin a un district et il faut donc mettre en place cette administration de la police à Knin. Étant donné qu'il n'y a pas encore eu d'assemblée, je vous nomme chef par intérim de ce poste jusqu'aux élections. À ce moment-là, le Parlement désignera un chef. Dans l'intervalle, je vous enjoins, conformément à la législation et à la Constitution en vigueur, d'assumer ses fonctions. Il s'agira pour vous d'établir les autorités civiles de Knin dans le domaine de la police. Vous devez faire la liaison avec l'administration de la police de Zagar. Toutes mes félicitations. Le 6 août, le général Gotovina a remis le contrôle de la ville de Knin au gouvernement civil. Le général Gotovina est ensuite parti pour poursuivre les opérations offensives dans le cadre de l'opération Tempête. Dès que l'armée croate s'emparait de territoires, elle les remettait aux autorités civiles. Je crois que la meilleure manière de s'en convaincre, c'est d'écouter ce qu'a à dire le ministre de l'Intérieur en personne lors d'une conférence de presse le 8 août 1995. Il explique comment s'organise la Croatie du point de vue constitutionnel, qui est responsable de quoi, qui est responsable des terrains qui nous ont été présentés sur la carte de l'accusation hier. Nous avons donc le ministre de l'Intérieur, M. Jarniak, qui s'exprime le 8 août. Vidéo. Bonjour. Je déclare ouverte cette conférence de presse. Je souhaiter la bienvenue au ministre de l'Intérieur de la Croatie, M. Ivan Jarniak. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je souhaiterais vous présenter des informations au sujet des activités actuelles et futures du ministère de l'Intérieur dans les zones qui sont en phase de libération. L'ordre constitutionnel et juridique de la République de Croatie est mis en place dans les zones libérées. Pour ce faire, il est essentiel que le ministère de l'Intérieur ainsi que d'autres institutions entrent dans ces secteurs avec ses forces armées. Après l'armée croate et les unités spéciales du ministère de l'Intérieur, la police civile est entrée dans ces régions également. Les suivants de près. Ceci afin de mettre en place des postes frontières et des postes de police. Conformément à la politique en vigueur chez nous, dès 1992, le ministère de l'Intérieur a mis en place une structure à la fois pour la structure de l'administration de la police et des postes de police pour la totalité de la République de Croatie, y compris les territoires libérés. C'est donc une structure qui existe depuis 1992. Sur le papier, nous sommes simplement en train de la mettre en vigueur. Surtout les postes de police qui
avait été éliminé pendant l'agression en 91-92, eh bien, ces postes de police, ils ont continué à fonctionner dans d'autres zones, dans les zones où ils avaient été contraints de se réinstaller. Or maintenant, tous ces gens-là retournent dans leur zone d'origine. Il s'agit des villes de Lovinac, Zdernice, Verlika, Kijevo, Slun, Petrina, Glina, Hervatska, Kostajnica. Les postes de police de moindre envergure de Tchetingrad, Saborsko, Plachki et Lachini ont également retrouvé leur ville d'origine. À Hrvatska, Kostanica, Kievo, Slun, Donila Paz, Strmica, Doniserb, Lichko, Petrevo Selo, on a vu la mise en place de postes frontières. Les postes de police sont prêts à accueillir la police des frontières à Dvor et Topushko. Conformément à la loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les libertés et sur les droits des minorités et des communautés ethniques, la police doit être organisée de manière correspondante. Et c'est ce qui s'est passé avec l'administration de la police de Knin et celle de Glina. Il s'agit de districts, des districts qui sont prévus par la loi constitutionnelle que je viens d'évoquer, qui jouissent d'un statut spécial dans ces zones. Bien entendu qu'on a mis en place des postes de police à Knin, Donila Paz, Gračac, Korenica, Benkovac et Obrovac. Voilà les représentants de l'administration de la police, ces postes de police qui font partie de l'administration de la police. Dans le district de Glina, l'administration de la police compte des postes de police à Glina, Vojnic, Hervatska, Kostanica, à Verging, Bost et Dvor. Les postes de police sont prêts à fonctionner à nouveau. Dès que l'armée croate et la police spéciale du ministère de l'Intérieur ont réalisé le premier volet de leur mission et dès la fin des opérations de combat, des représentants du ministère de l'Intérieur sont entrés dans les localités habitées et en ont assuré la sécurité ainsi que les communications dans ces localités. Ils ont également pris le contrôle de la circulation routière. Au moment où étaient ouverts les postes de police, tous les services du ministère de l'Intérieur sont devenus pleinement fonctionnels. Et je pense en particulier à la protection civile, aux pompiers notamment. Et les conditions sont réunies pour ouvrir et permettre le fonctionnement des services chargés des affaires civiles. Je pense là à la délivrance de documents d'identité croate. Les unités de la protection civile ont entrepris de nettoyer le terrain en récupérant le bétail qui a été abandonné. Et dans les premiers jours, dans les jours qui vont suivre, ceci aura également lieu dans les zones non peuplées, parce qu'initialement, on s'est livré à ce type d'activité dans les zones habitées. À ceux qui vivent dans ces nouvelles zones libérées, à ceux qui sont restés sur place et à ceux qui reviendront, je pense aux personnes displacées bien entendu, à tout cela nous garantons la sécurité pour leurs personnes et la sécurité de leurs biens. Nous garantissons et nous assurons que nous assurons le maintien de l'ordre public. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. Maître Micetic, une autre question que je souhaiterais aborder qui a été évoquée lors de la déclaration liminaire de l'accusation au sujet du ministère de l'Intérieur et de la restauration de l'ordre constitutionnel en Croatie. Et on a avancé l'argument selon lequel tout le monde savait bien qu'ils ne pouvaient pas faire correctement leur travail, tous ces gens. L'accusation a également parlé de ceux qui étaient compétents en matière de crimes commis par des soldats. Cette question a été posée par un reporter du Washington Post. Elle porte sur un incident au cours duquel l'armée de Bosnie a traversé la poche de Bihac pour se rendre en Croatie en brûlant soi-disant des villages serbes. Et les questions suivantes ont été posées. Vidéo.
Monsieur le ministre, Jim Rupert, Washington Post. Quelles sont les informations de votre gouvernement au sujet des informations selon lesquelles des villages ont été incendiés par l'armée de Bosnie qui est entrée sur le territoire croate pour soutenir l'opération militaire croate? Réponse. Je n'ai aucune information à ce sujet. Cependant, quand nous entrons dans une région, dans n'importe quel secteur, n'importe quelle région, la police fait une évaluation de la situation, procède à l'inspection de tous les locaux et détermine si ce qui s'est passé est dû aux activités de combat ou à autre chose. C'est ce qui va se faire et à ce moment-là, je pourrai répondre à votre question. Furthermore, Your Honors, on the 8th of August, it's important to note that the justice system. Il faut également se souvenir que le 8 août, on avait rétabli le système judiciaire dans les nouvelles zones. Les zones nouvellement libérées, le ministre de la Justice s'exprime à Knin le 8 août. Il remet en place les tribunaux. Vidéo, je cite, le président de la Cour suprême de la République de Croatie, Krunoslav Volujic, et le ministre de la Justice, Miroslav Šeparović, sont allés à Knin aujourd'hui au tribunal municipal. Une réunion de travail a eu lieu avec les représentants d'autres tribunaux municipaux. Le tribunal municipal de Knin devra devenir opérationnel aussi rapidement que possible. Le ministère de la Justice a décidé que ce tribunal serait déplacé de Šibenik à Knin. Nous avons procédé à l'inauguration du bâtiment de Knin et ce bâtiment fera office de tribunal municipal à Knin, ce qui signifie concrètement que la Croatie, dans ses structures juridiques, est fonctionnelle dans ces zones et que le respect de l'état de droit est bien présent. C'est un des principes de l'ordre constitutionnel croate. Je suis sûr que le tribunal municipal de Knin va garantir le respect des droits de tous les citoyens et va permettre d'assurer le règne de l'état de droit en République de Croatie, conformément à sa constitution. La délégation de haut niveau a poursuivi sa visite en se rendant à Derniš. Le président, vous pouvez continuer. Maître Mišetić. Je vais expliquer pourquoi nous avons procédé de la sorte. Pourquoi je vous ai montré tout cela? C'est parce que la constitution croate s'appliquait de nouveau dans ces territoires. On nous présente les crimes commis après l'opération Tempête jusqu'au 30 septembre sur une carte présentant les combats du général Gotovina pendant ses premières journées. C'est induit en erreur. Les troupes du général Gotovina ne contrôlaient pas cette zone après le 9 août. Ce n'était plus sous leur contrôle. General Gotovina continued to Le général Gotovina a continué cependant à donner des ordres afin que la discipline soit respectée. Il a donné l'ordre suivant le 10 août. Je cite, à partir des informations sur les zones libérées par la HEV et l'analyse de ces informations et afin de prévenir le vol, l'indiscipline et de sauvegarder les vies humaines, j'ordonne le déplacement arbitraire j'interdis le déplacement arbitraire des membres de la HV. Point 2.
allons prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la discipline militaire et maintenir l'ordre dans la zone de responsabilité, empêcher les incendies criminels et tous actes illicites, prendre des mesures déterminées contre toute personne faisant preuve d'indiscipline. Maintenant, s'agissant des meurtres. Il n'y a aucun élément qui permette d'indiquer que le général Gotovina est disposé d'informations au sujet de meurtres illicites. L'accusation, hier, a dit que les unités de nettoyage d'assainissement du général Gotovina étaient subordonnées à quelqu'un d'autre, qu'il y avait des rapports qui lui avaient été envoyés. Mais aucun rapport n'a été envoyé à ce sujet au général Gotovina, au sujet de meurtres illicites de civils. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison de l'informer de la sorte. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rapport. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement civil qui avait pris le contrôle de la zone. C'est la police civile qui était responsable de toute enquête sur tout meurtre commis par qui que ce soit. À ce moment-là, c'était les procureurs civils qui intervenaient. Il n'y avait aucune raison d'informer le général Gotovina d'homicide, quel qu'il soit. Et ça ne s'est jamais produit. Je renvoie une fois encore au principe du rasoir d'Occam. Dans cette affaire, vous constaterez que c'est vrai, il y avait des problèmes de coordination et de mise en œuvre du plan de sécurité dans la zone. Mais au sein du gouvernement croate, personne n'a jamais envoyé de message au général Gotovina. Personne ne lui a jamais dit qu'il fallait prendre des mesures. Personne ne l'a jamais convoqué à une réunion en lui disant « Nous ne parvenons pas à faire notre boulot, il faut faire quelque chose ». Non. Les organisations internationales qui se trouvaient présentes dans la région n'ont pas non plus demandé à rencontrer le général Gotovina afin de l'informer que des crimes avaient été commis. Parce que ce n'était pas celui qui était responsable de la sécurité. Nous vous montrerons au cours du procès une vidéo d'une rencontre entre le général Foran et le général Gotovina le 8 août. Et dans cette vidéo, vous pourrez voir que ce ne sont que louanges envers le général Gotovina, la manière dont il se comporte au cours des hostilités. Et parce que quand il a remis la ville de Knin aux autorités civiles, l'ordre y régnait. Nous ne contestons pas qu'il y ait eu des incidents, qu'il y ait eu des meurtres. Il n'en reste pas moins que nous contesterons la véracité d'autres incidents invoqués en l'espèce. Comme vous le savez, dans certains cas, il n'a pas été possible de trouver les corps, de déterminer la cause du décès de certains individus. Il y a encore dans les listes de l'accusation de nombreux doublons au niveau des victimes. Des personnes qui sont citées plusieurs fois. On y reviendra au cours du procès. Nous vous demandons de bien vouloir garder à l'esprit la chose suivante. L'accusation est tenue de prouver que telle ou telle personne était un non-combattant. Les éléments qui seront présentés vous montreront que que le âge moyen des soldats serbes de la Krajina était de 47 ans. Et dans plusieurs compagnies de l'armée de la Republika Srpska, l'âge moyen était de 56 ans. Et il y avait même, il y avait donc des gens qui avaient plus de 60 ans et qui étaient des combattants actifs. Nous demandons donc à la Chambre de bien vouloir garder ceci présent à l'esprit et d'engager l'accusation à prouver que une personne était non combattant. Il est important de noter à ce stade-ci
que certes l'introduction était importante pour le contexte, mais le général Gotovina, lui, était en Bosnie pendant 1 an. Juste un petit détour pour rentrer en Croatie pour mener l'opération Tempête. Il avait lutté activement à partir du 23 juillet dans le cadre de l'opération Été en 95 et ce jusqu'au 10 août en combat actif avec ses troupes au front. Sous les ordres de ses supérieurs, il a obtenu congé le 11 août. Il venait de se marier et a passé 5 jours sur une île au large des côtes croates. C'est là un élément qui est pertinent pour nous parce que il faudra conclure quelles ont été les responsabilités du général Gotovina ayant dans la mesure où il a répondu aux ordres de ses supérieurs. Et nous affirmons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, que le général Gotovina était au commandement opérationnel, un commandement qui lui avait été confié par ses autorités et ses supérieurs afin qu'il mène les opérations d'offensive et qu'il a concentré ses activités sur la phase suivante. Et en fait, tout cela s'est fait si rapidement comme homme, alors que le général Gotovina, les 13 et 14 août, alors qu'il était en congé, le général Mladic a mené une contre-offensive contre les forces du général Gotovina en Bosnie, tuant 28 membres de l'armée croate. Le général Gotovina a mis fin à ses congés afin de reprendre le commandement des forces suite à cette contre-offensive. Le général Gotovina était inquiet face aux événements qui se déroulaient en Bosnie. C'est la tâche qui lui avait été confiée par ses autorités, donc il était chargé de cela, et dans son domaine de responsabilité, libéré sur le territoire sur ordre constitutionnel de la République de Croatie, avait été quitté et laissé délibérément aux soins d'autres agences du gouvernement croate afin qu'ils agissent en conformité avec la loi et en conformité avec les obligations qui étaient faites à elle au titre de la Constitution de la République de Croatie. Nous affirmons dans ce tribunal que si quelqu'un au niveau de l'État croate s'était aperçu que le général Gotovina était responsable de la sécurité, on ne lui aurait pas donné la possibilité de partir pendant 5 jours simplement pour aller se reposer un peu. Bien au contraire, on lui a offert ce congé de manière à lui permettre, à lui ainsi qu'aux forces qui étaient sur le front, puisque les forces qui étaient au front ont également bénéficié d'un congé, parce qu'ils avaient participé activement aux opérations de combat. Pendant 17 jours, ils étaient donc en congé, et lorsque le général Gotovina est revenu de son congé en date du 16, le lendemain même, on lui a demandé de se rendre à Zagreb. Il y avait une délégation américaine de haut niveau que M. Holbrooke menait, ainsi que le général Wesley Clark qui était présent, et ils étaient à Zagreb pour discuter des activités à venir de l'armée de la Croatie en Bosnie. Le général Gotovina s'est lui demandé de préparer la phase suivante des hostilités qui avait pour objectif de défaire les troupes du général Mladic sur le terrain. Le président Clinton avait été convaincu que ça n'était qu'en défaisant les forces de Mladic qu'il serait possible de négocier et de parvenir à ce qui allait être l'accord de paix de Dayton. Le général Gotovina n'était pas perçu où que ce soit au gouvernement croate ou où que ce soit dans les forces internationales ou dans les organisations de terrain comme étant l'interlocuteur privilégié dès lors qu'il s'agissait de résoudre les problèmes sur place. Tout le monde savait, y compris le commandement de corps de Knin, que le général Gotovina était en Bosnie et qu'il s'était vu confier des objectifs différents dans sa mission. Le général Gotovina était sous des ordres. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il n'est pas Superman, c'est un être humain comme les autres, et il ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire, et il avait tout à fait le droit de dépendre des commandements à l'arrière de ses troupes, de se fier aux autorités croates pour s'occuper de la situation. Lui, il a fait le travail qui lui avait été confié, il a mis en déroute les troupes, c'était l'objectif qui lui avait été confié, il a gagné la guerre, et il l'a fait en émettant des ordres de façon énergique, en indiquant à ses troupes quelles étaient leurs obligations, en mettant sur pied des programmes
d'entraînement et de formation en invitant des évêques catholiques en permanence. Il essayait de veiller à ce que cette nouvelle armée, qui n'existait pas en 1991, aille de l'avant. Il essayait de la former, d'en faire une armée professionnelle, et j'affirme ici, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'au cours des 3 années au cours desquelles le général Gotovina a fait tout ce qu'il a pu, eh bien, il l'a fait de façon très noble. Et j'affirme également que je ne connais pas d'autres commandants qui auraient pu faire ce travail mieux que lui. Certes, des problèmes se sont présentés dès lors qu'il s'agissait de rétablir l'ordre public dans cette région. Nous le constatons nous aussi et n'en disconvenons pas. La question qui se pose est celle de l'intention. Le problème fondamental dans cette affaire, de notre point de vue, est le suivant. La position du bureau du procureur est la suivante. Le crime a eu lieu, et parce que le crime a eu lieu, et ce à une large échelle, la Chambre doit partir du principe ou conclure que ces crimes étaient, entre guillemets, ordonnés par le sommet de la hiérarchie. Et certains témoins à charge le diront également. Monsieur Tiger l'a répété à plusieurs reprises. Il a dit, voilà une activité criminelle, pourquoi ne fait-on rien? Mais Monsieur Tiger n'a pas évoqué de propositions concrètes au cours de la présentation de ces arguments. Ni l'accusation, ni les témoins à charge n'ont de solution à proposer. Qu'aurait-on pu faire pour modifier une situation telle qu'elle se présentait matériellement sur le terrain en Croatie? 10 500 km² de territoire, essayer d'imposer la primauté du droit et l'état de droit sur un territoire aussi vaste en aussi peu de temps. Eh bien, il y a une raison pour laquelle l'accusation et les témoins à charge esquivent cette question. C'est parce qu'ils n'ont pas de réponse facile à y apporter. Pourtant, la question doit être posée. Sans les forces croates, sans le gouvernement croate, sans la police croate, si l'on avait laissé cette zone être prise par les meilleures forces au monde, celles de l'OTAN, qui respectent le droit international, si les autorités civiles s'étaient vu confier avaient été fournis aux meilleurs défenseurs des droits de l'homme au monde, les Nations Unies, est-ce qu'ils auraient pu prendre des mesures afin de résoudre le problème en une fraction de seconde, comme semble le suggérer l'accusation? Eh bien, je pense que la réponse est évidente. À plusieurs reprises, nous demanderons aux témoins à charge de nous parler de façon concrète des mesures qui auraient pu être prises et de nous prouver que le fait de ne pas avoir pris de telles mesures a eu pour conséquence une indifférence face aux crimes qui étaient commis, indifférence volontaire qui était commis dans cette zone. Il y a une véritable négligence. Nous demanderons aux témoins à charge de comparer la situation, notamment nous demanderons aux témoins internationaux qui étaient associés aux événements qui sont produits au Kosovo en 1999 de nous parler de la situation. Nous voulons discuter de la situation parce que nous estimons qu'il est important pour la Chambre de disposer d'un cadre de référence pour examiner ces faits. Comment l'OTAN, comment les Nations Unies s'en sont-ils sortis lorsque eux avaient l'obligation morale et légale au Kosovo après juin 1999 de protéger les propriétés, les populations civiles et de maintenir l'ordre public et l'état de droit. Vous trouverez les statistiques, vous n'en disconviendrez pas, prouvent que les mêmes problèmes se sont présentés aux autorités croates en Croatie et aux autorités des Nations Unies et de l'OTAN au Kosovo. Et d'après Human Rights Watch, 6 mois après l'arrivée des communautés internationales au Kosovo, des dizaines de milliers de foyers serbes ont été détruits, d'innombrables bâtiments ont été pillés, 76 églises orthodoxes ont été détruites ou partiellement détruites, 244 Serbes d'origine ethnique serbe ont été assassinés. S'il était aussi simple de restaurer l'ordre sur un territoire d'une superficie de 10 500 km², et le Kosovo
est plus petit que cette zone. Si c'était si facile, pourquoi l'OTAN et les Nations Unies n'y sont-ils pas parvenus au Kosovo? Je sais bien que l'on ne peut pas faire une comparaison d'égal à égal, mais quelles sont les possibilités en matière de sécurité? Quelles sont les ressources qui étaient à la disposition du gouvernement civil, du ministère de l'Intérieur, de l'armée croate afin de restaurer l'ordre? L'accusation a indiqué publiquement hier qu'il s'agissait là d'une situation dans laquelle que 44 000 Croates vivaient dans cette région en 1991, après les statistiques citées par vous. En 1995, il n'y en avait plus que 500, ce qui veut dire que 43 500 personnes ainsi que leurs familles sont revenues vers une région qui avait été complètement détruite. L'OTAN et les Nations Unies, dans leurs explications quant au contrôle qui était impossible à maintenir au Kosovo, on dit la même chose. On ne peut pas contrôler la situation lorsque les gens rentrent chez eux et décident de se faire justice eux-mêmes ou de chercher à se venger. Correction d'interprète, non pas le Kosovo plus petit que la Croatie, mais le Kosovo aussi grand que la région de Krajina. Les moyens de preuve qui seront présentés sur base des correspondances qui ont été échangées dans cette affaire montrent que les polices et forces civiles croates ne se sont pas conclus dans l'inaction. En fait, des correspondances régulières ont eu lieu entre les institutions croates tout au long de cette période. Des rencontres ont eu lieu parce que les uns et les autres avaient l'intention de veiller à ce que les plans et les ordres qui avaient été émis immédiatement avant l'opération Tempête soient mis en œuvre de façon efficace. Le fait que les autorités croates n'aient pas été d'une irréprochable efficacité ne signifie pas pour autant qu'il y avait intention délictueuse. Et nous demandons à la Chambre de bien vouloir garder cela présent à l'esprit et nous inviterons la Chambre à examiner les comparaisons que nous ferons lorsque nous demanderons aux témoins internationaux dans cette affaire si ne pas agir constitue effectivement une négligence ou une indifférence volontaire de la part du gouvernement croate, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Ceci étant dit, des documents qui proviennent de cette période, tant émanant du ministère de l'Intérieur que de la police militaire, montrent que des mesures ont été prises. Les mesures n'ont pas toutes été efficaces, les crimes n'ont pas tous fait l'objet de poursuites. Cependant, les statistiques sont réelles. Elles remontent au 16 septembre 1995 et proviennent de la police militaire, selon le général Maušić. Madame la greffière, je vous demanderai de bien vouloir montrer ce document. Le général Maušić a présenté ce rapport le 16 septembre. Je vous rappelle qu'il était à la tête de la police militaire. C'est important et plusieurs raisons sont évoquées. Tout d'abord, d'un point de vue militaire, la personne qui était au commandement des forces en question est celui qui dépose le rapport, qui présente le rapport à la fin des opérations afin de présenter ce qu'il et ses forces ont fait. C'est le général Maušić qui a présenté ce rapport portant sur les actions menées par la police militaire au cours des 6 semaines qui ont suivi le début de l'opération Tempête et jusqu'au 16 septembre. Cela montre de façon très claire, Monsieur le Président et Monsieur les juges, que la théorie avancée par l'accusation hier, selon laquelle le général Gotovina était au commandement de la police militaire, est simplement erronée. Par ailleurs, le document montre, ce document de Monsieur Maušić montre que la police militaire croate ce qu'elle a fait, le crime, la police judiciaire militaire, en collaboration avec la police judiciaire du MUP de la République de Croatie, ont traité des dossiers, à savoir 321, 13 meurtres, 18 cas de mort accidentelle de membres de l'armée croate, 191 cas d'incendie volontaire, 13 cas d'explosifs, 86 cas et autres crimes, entre autres des vols et larcins. Le 2 octobre, le ministre de l'Intérieur, Jarniak, a présenté au
au parquet croate le rapport suivant, un rapport dont nous demanderons le versement au dossier. Le 2 octobre, vous voyez la ventilation des ressources administratives policières entre le 22 août et le 2 octobre. Les différentes catégories étant incendie volontaire, explosion de mine et vol. Vous voyez qu'il y a eu 28 meurtres qui ont fait l'objet d'enquête à Zadarknin, 162 cas d'incendie volontaire, 3 cas d'usage d'explosifs et 132 cas de vol et larcin. Šibenik, là vous voyez les statistiques pour Šibenik également, et au-dessous, le nombre d'enquêtes sur place et le nombre de profils d'auteurs de crimes. Encore une fois, la zone de Zadarknin, vous voyez 192 enquêtes menées sur place par les autorités policières. Nombre d'auteurs, ça a été traduit hier, donc je vais simplement le dire. Donc Zadarknin, 28 membres de l'HV, 194 civils et une personne portant un uniforme militaire, mais qui en fait était un militaire, et puis 15 auteurs non identifiés. Nous ne disons pas que cela signifie que tous les crimes ont fait l'objet de poursuites dans cette région, mais cela montre que les institutions de la République de Croatie avaient la ferme intention de traiter les dossiers, et par ailleurs, cela montre, du point de vue de notre client, qu'il n'y avait aucune raison pour que notre client revienne subitement en Croatie pour y imposer sa propre autorité dans le contexte de ce qu'on pourrait décrire comme étant un coup d'État visant à prendre le contrôle du gouvernement civil légitime de la Croatie. Le gouvernement civil de la Croatie avait différentes institutions. C'est lui qui avait la responsabilité première d'assurer la sécurité dans ce domaine, de mener les enquêtes indépendamment de l'auteur, qu'il soit militaire ou qu'il soit civil, de faire référence aux autorités d'enquête une fois que les enquêtes avaient été menées, également de charger le parquet de se pencher sur ces dossiers. Par ailleurs, personne n'est venu voir le général Gotovina à quelque moment que ce soit pour lui dire que le système ne fonctionnait pas et qu'il croulait sous la tâche et que par conséquent, il fallait impérativement que le général Gotovina intervienne. Ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi cela n'a jamais eu lieu? Au cours de la personne que les statistiques que vous venez de voir couvrent et compte tenu des dates que portent ces documents, le général Gotovina était en Bosnie, il menait des opérations, l'opération Maestral, pour ne pas la nommer, au cours du mois d'octobre, au début du mois d'octobre plus précisément, il était en Bosnie et menait l'opération balayage méridional, Southern Sweep en anglais. Il menait des activités d'offensive, les autres questions étant relevant de la responsabilité d'autres institutions. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous affirmons une fois de plus, et ce sera là notre conclusion, que le général Gotovina est un homme qui s'est retrouvé à la fin du mois de juillet 1995 dans des circonstances dans lesquelles les Serbes de Bosnie jouaient l'acte final de leur grande stratégie. Les moyens de preuve sont pertinents dans la mesure où ils permettent de voir quel est l'état d'esprit du général Gotovina tout au long de cette période. Et il faut que vous gardiez présent à l'esprit quelles étaient les activités menées par les Serbes de Bosnie en juillet 1995. Ce n'est pas la première fois que nous vous le disons ce matin, cela a déjà été dit aux fins de défense. Le général Gotovina s'était essentiellement vu confier la tâche de mettre le holà aux activités en Bosnie des Serbes en juillet 1995 et au-delà. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel le général Gotovina a agi. Comme l'a dit le général Mladic dans la vidéo que nous avons eu l'occasion de vous montrer, le général Mladic indiquant, lorsqu'on lui pose la question « Est-ce que les forces croates sont un peu trop éparpillées sur le terrain ?» Il a répondu « Je ne veux pas répondre à votre question, attendez de voir. » Fin de citation. Il parlait en fait du général Gotovina et de ses forces, c'est bien cela. Et le général Gotovina, pendant toute cette période, s'occupait des questions qui avaient trait à la Bosnie. Et je vous l'ai dit, l'opération Tempête
était un revirement dont l'objectif était de mener à bien une opération, de revenir, de consolider ses forces et de continuer ses activités de lutte contre Mladic. Nous affirmons, Monsieur le Président, Monsieur le juge, que la conclusion des preuves de l'accusation indiquant que le général Gotovina s'est comporté en conformité avec le droit de la guerre, a mené des hostilités à tout moment en accord avec le droit de la guerre, nous affirmons par conséquent qu'il n'y a aucune preuve selon laquelle il y a eu un pilonnage excessif de CNIL. En fait, l'évidence est tout à fait contraire, les preuves sont tout à fait contraires. Le général Gotovina a intimé des ordres répétés à ses subordonnés afin que soit respecté l'état de droit et la discipline. Vous avez vu la vidéo et la façon énergique avec laquelle il insistait auprès de ses subordonnés pour qu'ils puissent respecter ses ordres. Le président, Monsieur Micetic, j'ai pensé que regarder l'horloge à plusieurs reprises en vous regardant en même temps, ça allait suffire. Ensuite, j'ai essayé de mettre mes affaires de côté. Je pensais que vous alliez comprendre mon insinuation, mais vous ne comprenez toujours pas. Donc, j'interviens. Le maître Micetic, nous vous invitons à décider d'un non-lieu pour cette affaire. Le juge, voilà qui conclut les déclarations liminaires. Nous entendrons le témoin demain matin. J'imagine que le témoin est disponible pour demain matin. Il se peut que, compte tenu du fait qu'il y a une motion en suspens, nous commencerons en huis clos partiel ou en huis clos pour s'occuper de cette motion en suspens et ensuite nous entendrons la déposition du témoin 136. Nous levons l'audience et reprendrons à 9 h dans cette même salle.